Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je sais qu'il y en a qui l'attendaient depuis pas mal de temps puisque nous allons faire mon bilan budgétaire de l'année 2023. Vous le savez, chaque année, en début d'année, je planifie mon budget. Généralement, je le fais aux alentours de fin janvier parce que j'aime bien avoir une petite vue déjà de ce qui se passe, mais parce que j'ai aussi l'habitude de faire mon budget depuis pas mal de temps. Et je vous fais un petit récap en fin d'année, si on a tenu nos objectifs, comment ça s'est passé pour nous, qu'est-ce qu'il y a eu comme imprévu. Bien évidemment, ces vidéos, ça concerne notre budget personnel. Je vous expose notre situation. Ce ne sont pas des tutos, ça ne veut pas dire que vous pourrez faire pareil ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de vous dire comment faire pour économiser temps, mais plutôt comment nous on a fait. S'il y a des choses qui peuvent vous servir dedans, vous inspirer ou au contraire vous dire que c'est pas ce que vous avez envie de faire, etc., c'est très bien. Simplement en guise de partage, si c'est du contenu qui vous fait du mal, si vous êtes dans une situation où actuellement l'argent est un sujet très douloureux, parce que je sais que l'argent c'est pas toujours un sujet facile, n'hésitez pas à aller sur une autre vidéo. J'ai posté un menu de Noël récemment, j'ai posté une vidéo avec des astuces pour vous réchauffer en mettant moins de chauffage. Vous avez tout ça sur ma chaîne aussi. Et en tout cas, c'est parti pour cette vidéo de bilan budgétaire pour 2023. Au niveau de notre situation, donc Didier est en CDI, il est consultant en informatique et il gagne environ 2250 € net par mois, sachant que ça déduit déjà son abonnement de transport en commun dont il paye la moitié. Il y a son entreprise qui finance l'autre moitié, sinon ça lui coûterait 40 € par mois. Là, il y a 20 € qui sont prélevés de son salaire et il y a aussi une mutuelle à 50 € qui est prélevée de son salaire, sachant que je suis aussi sur cette mutuelle, donc ça c'est un gros avantage puisque étant donné que moi je suis indépendante, ça me permet de ne pas avoir à prendre de mutuelle. Si un jour par exemple Didier se lançait en freelance, on serait obligé de prendre chacun une mutuelle, ça ferait des coûts en plus, mais après il gagnerait probablement plus aussi en freelance, mais c'est pas le sujet pour le moment. Quant à moi, je suis créatrice de contenu, donc je suis indépendante, j'ai des revenus variables, ce qui fait que généralement en début d'année je me fais une estimation plutôt basse de revenus parce que je n'aime pas être surprise dans le mauvais sens, donc je préfère miser sur le minimum que je pense pouvoir gagner avec mes contrats réguliers, etc. Et après généralement je gagne toujours un peu plus parce que j'ai tendance à prendre large. Donc j'avais estimé à peu près 1650 € de revenus nets par mois après charges et impôts, et au final j'ai touché 3200 € net par mois. Donc encore une fois, ce n'est pas mon chiffre d'affaires, c'est vraiment ce que j'ai touché après déduction des charges et des impôts. Ça représente un petit peu moins que ce que j'ai gagné l'année dernière, tout simplement parce que cette année j'ai réellement payé les impôts sur ce que j'ai touché l'année dernière, alors que l'année dernière j'avais eu des impôts assez bas puisqu'à chaque fois c'est calculé sur les années d'avant et que je gagnais beaucoup moins avant. Donc voilà, j'ai quand même eu une grosse régulation d'impôts que j'ai intégrée là dans mes revenus. Vous ne le verrez pas dans ce que je vais partager des dépenses, mais on a eu du coup 4000 € d'impôts. Nous habitons à Marseille dans un appartement de 58 mètres carrés que l'on a acheté il y a un an. On l'a acheté à crédit, donc on parlera de la mensualité après dans les dépenses. Vous allez le voir dans la vidéo, on vit bien en dessous de nos moyens pour pas mal de raisons. Déjà, il va y avoir le fait que c'est pour anticiper les imprévus. Par le fait que je suis auto-entrepreneur, j'ai pas la même sécurité de l'emploi qu'une personne qui est salariée en CDI. Et il y a aussi le fait que souvent, quand on a des revenus entrepreneurs, on a l'impression que ce que l'on gagne, c'est vraiment un salaire, alors qu'en fait, il faut quand même qu'on en mette une partie de côté. Déjà parce que dans mon cas, en tant qu'auto-entrepreneur, je ne cotise pas pour le chômage. Donc si à un moment j'ai une baisse de revenus, j'ai un incident, j'ai quelque chose qui arrive, il faut que j'ai de l'argent de côté pour pouvoir me rémunérer. Il y a aussi le fait que je cotise pour la retraite, mais quand même un petit peu moins qu'un salarié, donc il faut aussi que j'ai un petit peu d'argent de côté pour ma retraite. Donc il y a ces choses à prendre en compte. C'est pas comme si c'était un salaire net vraiment que je touchais tous les mois avec la garantie que si dans 2 mois mon entreprise marche plus, je touche la même chose, ou 30% de moins ou 40% de moins comme quand on est au chômage. Je n'ai pas ces garanties là, donc c'est à moi de faire attention à mes revenus. C'est pour ça que l'entrepreneuriat, ça peut comporter des risques aussi, et il faut penser à ces choses-là puisque les salaires sont parfois plus élevés. C'est pas tout le temps le cas, il y a beaucoup de gens en auto-entrepreneuriat qui gagnent beaucoup moins que dans un revenu salarié, mais parfois on peut réussir à gagner plus. Pour autant, il ne faut pas considérer tout cet argent comme acquis et comme acquis pour le mois prochain, etc. On met aussi cet argent de côté pour pouvoir acheter la maison dont on rêve tous les deux plus tard sans nous mettre trop en difficulté, en ayant un bon apport et en évitant d'avoir un crédit trop élevé. C'est ce que l'on a fait pour ici. C'est ce qui nous a permis d'avoir cet appartement, puisque au moment où on l'a acheté, si on avait dû compter que sur nos revenus et qu'on n'avait pas eu d'apport, on n'aurait tout simplement pas pu l'avoir.
Donc c'est le fait d'avoir de l'argent de côté qui a pu compenser le fait qu'on ne gagnait pas suffisamment à ce moment-là pour acheter notre appartement. On veut également avoir moins besoin de compter sur nos revenus pour nos choix de vie. Donc en fait, en mettant de l'argent de côté aujourd'hui, en anticipant, en préparant un petit peu nos projets, ça nous permet de moins être pris au dépourvu et de ne pas forcément être forcé si à un moment, par exemple, supposons que mon travail me mette totalement en burn-out ou le travail de Didier, ne pas se dire on est obligé de travailler quitte à ruiner notre santé parce qu'on veut maintenir notre train de vie qui aurait été élevé et qui serait au niveau de nos revenus actuels. Le fait de vivre en dessous de nos moyens, largement en dessous, ça nous permet, si demain on veut moins travailler, si demain on a un enfant, si demain il y a quelque chose qui vient dans notre vie, qui perturbe notre rythme actuel, de pouvoir l'accueillir et de ne pas être forcé de faire des sacrifices, de ne pas se retrouver avec un crédit trop élevé pour nous si par exemple demain l'un d'entre nous gagne beaucoup moins d'argent avec son activité. Notre objectif finalement c'est d'avoir un niveau de consommation qui soit raisonnable, qui nous permette de profiter de la vie, de ne pas nous priver, même si je sais que pour certains notre mode de vie il peut paraître très sobre et je sais que pour d'autres personnes vont avoir l'impression qu'on consomme pas mal parce que chacun compare un petit peu avec ce qu'il fait et on veut aussi que notre mode de vie soit quand même soutenable d'un point de vue écologique puisque ça entre en jeu aussi. Je n'ai pas envie de consommer tout le temps à la hauteur de mes moyens parce que sinon ça impliquerait de polluer beaucoup plus aussi, donc ça fait partie de nos choix. En fait on profite aujourd'hui d'avoir de bons revenus, d'avoir les capacités physiques en termes de charge mentale de pouvoir travailler autant puisque tous les deux on travaille quand même beaucoup pour pouvoir se permettre un jour de lever le pied aussi. Notre but c'est pas de mettre de côté 60 ou 70% ou je sais pas exactement de ce que l'on gagne toute notre vie, mais simplement de le faire aujourd'hui pour pouvoir lever le pied plus tard. Nous avons donc eu comme revenu à deux en moyenne sur cette année 5 450 € par mois, sachant que ça a vraiment varié selon les mois. Il y a eu des mois où on a eu beaucoup plus, il y a eu des mois où on a eu beaucoup moins, notamment par rapport à mes revenus qui ont pu vraiment bouger. Alors au niveau de nos dépenses communes, puisque nous on fonctionne avec un compte commun et deux comptes perso, nous avons en premier lieu le crédit immobilier. Donc cette année on a payé en moyenne 852 € par mois précisément, sachant que ça va être un petit peu dégressif avec le temps puisque je crois qu'on paye plus d'assurance et d'intérêt au début. Enfin, il me semble que c'est ça, en tout cas c'est un peu plus élevé au début. Après nous avons l'assurance habitation où nous avons payé 26 € par mois en moyenne. Là on était sur l'assurance habitation de la banque dans laquelle on a fait notre crédit qui était à prix réduit la première année mais qui allait drastiquement augmenter. Du coup on a pu obtenir un prix plus intéressant, on a changé d'assurance tout simplement à la fin du contrat de 1 an. Ce que l'on a fait c'est qu'on a résilié nos cartes dans la banque chez qui on a fait notre emprunt puisque on voulait pas payer de frais bancaires. La carte était gratuite la première année, après elle passait à quelque chose, je sais plus ce que c'était mais je crois que c'était peut-être 8 € par mois ou quelque chose comme ça. Donc on a bien évidemment gardé notre crédit, on garde cette banque, mais on a supprimé tout ce qui était payant, donc la carte bancaire et l'assurance habitation, et on a fait le changement pour aller chez une autre assurance qui était beaucoup moins chère pour les mêmes garanties. Donc je crois que ce sera 23 € l'année prochaine, mais si on n'avait pas eu les réductions c'était 48 €. C'est vraiment très cher pour le logement qu'on a, donc voilà, on voulait pas payer 25 € de plus par mois, sachant que 25 € par mois ça fait 300 € par an qui partent pour pas grand chose. Ensuite en électricité on en a eu pour 56,23 € puisqu'on a eu une régulation. De base il nous prenait 72 € je crois par mois ou 76 et après on a eu la régulation, donc on a été remboursé de quelque chose comme 250 € ou un truc du genre. Et maintenant notre mensualité est à 56 €, sachant qu'on consomme un peu moins, mais je pense qu'ils se prennent toujours une petite marge pour anticiper l'inflation si on consomme plus pendant l'hiver ou ce genre de choses. Nous vous le savez on chauffe pas, mais donc je pense qu'à moins qu'il y ait encore une inflation comme on a pu avoir en 2023 sur les prix de l'énergie qui ont vraiment gonflé, normalement on devrait avoir un autre remboursement, en tout cas c'est ce que l'on pense, c'est ce que l'on espère. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont mis en place pas mal d'astuces pour moins utiliser d'énergie récemment et qui ont eu d'énormes chèques de remboursement, donc c'est très chouette, j'ai eu plein de retours dans ce sens là. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde malheureusement, mais n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur le sujet. Au niveau de la box internet on est chez Red et on paye 19,99 € par mois. Je crois qu'on avait bénéficié d'une promo à ce moment là, je sais plus. Faudra qu'on regarde de toute façon si le prix augmente parce que Red a souvent tendance à augmenter ses prix sans forcément prévenir. Je pense qu'on changera, moi j'aime pas payer trop cher pour ma box, je trouve que sur les abonnements comme ça c'est là où l'on peut vraiment faire des économies. Au niveau de nos charges de copropriété on paye 117 € par mois, sachant que ça comprend aussi l'eau chaude pour le coup puisqu'il y a des panneaux solaires
et que c'est ce qui permet de chauffer l'eau de toute la résidence. Dans les charges de copro, il va aussi y avoir les charges de poubelle et les charges d'eau. Et bon, après, il y a aussi le fait de rémunérer le syndic, etc. L'entretien des plantes de la résidence, le ménage, etc. Enfin, toutes ces choses-là sont comprises dans ces 117 €. C'est un peu plus cher que ce que l'on payait avant, mais pour autant, j'ai vu des charges beaucoup plus élevées. Pensez à ça quand vous achetez un appartement. Regardez bien le prix des charges de copropriété, parce que parfois, ça peut vraiment vous coûter très très cher quand on est dans les 250 €, 300 €. Alors ça dépend du type de bien que vous prenez, mais parfois ça peut vraiment faire une différence, ça peut vraiment vous mettre en difficulté aussi, sachant que ça ce sont les charges de vie de tous les jours, mais parfois il peut y avoir de gros travaux, des appels de fonds qui sont élevés. C'est vraiment une chose à laquelle on doit penser quand on est propriétaire. En taxes foncières, nous payons 1300 € par an, ce qui nous fait à peu près 108 € par mois. On a eu vraiment une surprise sur ça, puisqu'en fait on n'a absolument pas reçu la taxe foncière en même temps que la taxe foncière de nos autres logements, puisque nous avons d'autres logements. On avait reçu les taxes foncières, je sais plus, peut-être en septembre ou octobre, et pour celle de ce logement, on l'avait pas reçue. Donc en fait on s'est dit, si ça se trouve, peut-être que vu que c'est la première année qu'on vit dedans, on payera la taxe foncière à partir de l'année prochaine. Je sais pas pourquoi on a pensé ça, on avait budgétisé pour la taxe foncière, heureusement, mais vu qu'on la recevait pas, on s'est dit bon bah peut-être qu'on n'a pas à la payer, et en fait on l'a reçue vachement plus tard que les autres, vraiment 1 ou 2 mois, enfin je crois que vraiment 2 mois après les autres. On a reçu notre petite lettre avec l'avis de taxe foncière dedans, et du coup ça nous a fait un petit peu une fausse joie. Bon, dans tous les cas c'est normal qu'on la paye, c'était prévu, donc voilà, c'est pas un souci. Au niveau de nos autres logements, puisque vous le savez, nous sommes propriétaires de 3 appartements. Nous avons celui-ci que nous avons acheté à crédit avec un gros apport. Nous avions notre premier appartement dans lequel nous avons habité pendant 3 ans et demi, que nous avions acheté cash à l'époque. Et nous avons le petit appartement à la montagne que l'on avait acheté pendant le Covid pour vraiment pas trop cher. Et donc au final, sur le premier logement que nous avions, nous l'avons maintenant mis en location auprès d'une de mes amies. On a trouvé quelque chose qui nous convenait à tous, puisqu'on les loue pour pas trop cher. Pour les prix de Marseille, c'est vraiment pas très élevé. Pour elle, ça l'arrangeait d'avoir une situation stable avec son logement, etc. Sachant que elle compte pas forcément rester éternellement à Marseille. Donc si jamais il y a des travaux qui se lancent, puisque vous le savez, on a des travaux qui doivent arriver dans cet appartement pour lesquels on a payé depuis 2 ans et demi, elle ira chez ses parents à ce moment-là. Donc on a trouvé vraiment quelque chose qui nous convenait à tous. Et pour le petit logement à la montagne, on le prête majoritairement à des membres de notre famille ou à des proches, et on le loue un tout petit peu dans l'année, juste pour pouvoir rentabiliser nos charges. Dans tous les cas, nous avons un compte à part en lien avec ces appartements, enfin les 2 appartements, sur lequel on met tout l'argent que l'on touche et duquel on prend tout l'argent que l'on doit payer. Là, on avait les taxes foncières à payer. Et voilà, pour ce sujet-là, c'est pour ça que vous voyez pas ces frais apparaître dans le budget que je vous partage aujourd'hui. Et donc pareil pour les revenus qu'on va toucher de la location de notre premier appartement, je vais pas les compter dans nos revenus puisqu'on va tout mettre sur ce compte là. Donc bien sûr au niveau des impôts, etc., ce sera compté dans nos revenus, mais je le mélange pas à tout ça parce que sinon ça ajoute énormément de lignes de comptabilité et c'est pas forcément en lien avec notre mode de vie. Mais voilà, pour tout ça, je suis pas une experte en termes d'investissement immobilier. Enfin, je sais que je reçois souvent des questions sur ce qu'il vaut mieux faire, pas faire, etc. Nous, c'est pas notre spécialité du tout. On n'est pas à la recherche du meilleur rendement, de la meilleure optimisation ou je ne sais pas quoi. Notre but, c'est surtout d'avoir nos logements, d'avoir notre argent qui est sécurisé dans ces logements-là et de pouvoir profiter du petit appartement pour nos vacances, pour faire des vacances pas chères, pour que nos proches puissent avoir des vacances pas chères aussi. Voilà, c'est surtout le but de tout ça. Après cette longue parenthèse, nous passons au budget courses. On a dépensé cette année en moyenne 280 € par mois qui vont tout compter. En fait, sur ces 280 €, c'est pas vraiment nous qui les payons à 100%, on va dire, puisqu'il y a la carte ticket restaurant de mon copain qui compte pour à peu près 200 €, sachant qu'on l'utilise aussi pour aller au resto. C'est pour ça qu'on le compte, vous allez voir, on va le déduire à la fin de nos dépenses. Et on a aussi des avantages en nature en lien avec mon travail, puisque je peux recevoir de la nourriture gratuite dès que je travaille avec une marque qui propose de la nourriture. Bah forcément je reçois cette nourriture et on la mange, je vais pas simplement la montrer. Donc dès que je travaille avec un magasin bio en ligne par exemple, je vais avoir un bon d'achat. Des fois il peut y avoir, je sais pas, une marque de fromage végétal qui lance un produit qui me demande si ça m'intéresse de le recevoir, etc. Je le compte dans mon budget alimentaire, donc c'est compté dans ces 280 €. Mais je vais déduire tout ça à la fin du budget parce que c'est pas forcément de l'argent que l'on dépense, mais j'aime avoir une idée quand même précise de notre consommation, puisque quand j'ai un bon d'achat de 50 € sur une boutique par exemple, je vais acheter les choses qui sont intéressantes et qu'on n'aura pas à acheter en course ailleurs en fait.
Alors on s'est mis au tennis cette année, donc là si je lisse sur l'année pour les 4 mois qu'on a fait, ça représente 18,21 €, mais l'année prochaine ce sera plus élevé puisque je crois qu'on en a presque pour 70 € par mois quand même pour le tennis, donc pour nous deux, hein, mais ça représente quand même un gros budget par rapport à ce que l'on dépensait avant. Pour autant c'est actuellement c'est vraiment essentiel pour notre santé physique et mentale, donc c'est un petit luxe qu'on a choisi de se faire. Ça reste quand même raisonnable, hein, ça nous revient à peu près à 35 € par mois chacun, donc c'est plus ou moins le prix d'une salle de sport par exemple. Mais voilà, ça c'est un budget qui sera donc plus élevé l'année prochaine. Donc on a fait une catégorie à part pour le tennis et on a une autre catégorie pour nos loisirs qui ont représenté 141,67 € en moyenne par mois. Ça a compté nos petites vacances, ça compte les restaurants aussi dedans. En fait c'est très variable parce que des fois on fait beaucoup de restos, des fois on en fait presque pas, mais on fait d'autres sorties qui coûtent de l'argent. Enfin quand on voit ce que coûte le cinéma, etc., ça coûte quand même assez cher. Pour autant on a des avantages en nature sur ces points-là, enfin notamment Didier, il a pas mal il va avoir chaque année des chèques vacances. Là il y a son CE qui a changé, mais il a un peu bénéficié de double avantage puisqu'il avait à la fois des restes de chèques vacances qu'on a pu utiliser pour se faire notre week-end en amoureux de nos 10 ans ensemble, mais il a aussi eu sur le site de son CE, il peut acheter plein de trucs. Enfin, je comprends pas comment ça marche, mais il y a vraiment un budget disponible qui lui permet d'acheter pas mal de choses dessus. Donc voilà, il y a des choses que l'on n'a pas forcément payées en argent réel. Par exemple, les places de cinéma, je crois qu'elles lui coûtent quelque chose comme 8 € et qu'il peut les prendre avec son CE. Donc non seulement elles sont moins chères, mais en plus il peut les prendre avec cette espèce d'argent virtuel disponible sur son CE. Donc ça, ce sont quand même les avantages quand on est salarié. C'est vrai qu'il y a plein de petites choses comme ça, d'avantages en nature que l'on peut parfois avoir. Pas partout, hein. Moi quand je travaillais dans la restauration, j'avais pas ce genre d'avantage, j'avais juste de la nourriture gratuite, on pouvait manger les restes, c'était pas mal aussi, mais c'était pas aussi avantageux que ça. Donc c'est pareil, par exemple sur le site de son CE, si on va dans certains hôtels, à Disney ou ce genre de choses, dans une limite, parce qu'on peut pas non plus utiliser des milliers d'euros, mais je crois qu'il y a quelque chose comme 400 € à utiliser sur le site, donc c'est très intéressant et il y a beaucoup de choses disponibles. Et c'est pareil, je le compte pas spécialement dans mes revenus, mais moi j'utilise plein de petites applications au quotidien qui peuvent rapporter un petit peu d'argent, etc. Souvent je les convertis en bon d'achat pour acheter quelque chose et mine de rien ça m'a permis de financer parfois des cadeaux pour moi, des cadeaux pour les autres, donc ça peut être sympa aussi. C'est pas forcément compté dans ce budget là, c'est un peu compliqué de tout inclure comme ça dedans, mais c'est pareil dès qu'il y a des offres de parrainage, voilà sur des sites ou quoi, je l'ai pas forcément compté dedans, mais parfois j'ai pu récupérer des bons d'achat qui nous ont permis d'acheter certaines choses. C'était assez compliqué à évaluer à combien ça revenait, mais par exemple je sais que sur mon application de marche, donc WeWard, je récupère à peu près 50 € par an. J'ai une autre application de marche qui s'appelle Mouvance. Là je suis arrivée à quelque chose comme 50 € aussi, mais je les ai pas encore récupérés, mais voilà, il y a des petits trucs comme ça. Et j'utilise aussi des applications de cashback, donc c'est pareil, c'est pas quelque chose qui fait gagner de l'argent à proprement parler, mais on va dire qu'on récupère un petit peu de ce que l'on a dépensé, donc parfois ça peut être 3-4%, mais je le fais, moi j'utilise eBay Club, je le fais par exemple pour le magasin bio. Généralement je m'achète un bon d'achat en avance pour aller acheter dans le magasin bio en question et ça me permet de récupérer quelques euros. C'est pareil, ces euros au bout d'un moment je me les vire sur PayPal et je l'utilise un petit peu en argent de poche pour acheter certaines choses. Ça peut être pour acheter quelque chose sur Vinted, c'est un petit peu de l'argent en plus dans les petites choses que l'on met en place au quotidien. Je pense qu'on a tous plus ou moins des petits avantages en nature comme ça qui sont générés par nous ou par notre travail et qui sont un peu compliqués à compter dans le budget. Parce que parfois, dès qu'on touche un bon d'achat par exemple, c'est pas forcément de l'argent qu'on avait prévu de dépenser, donc on a tendance à se faire un peu plus plaisir avec que si on dépensait son propre argent. Enfin, je sais qu'il peut y avoir un petit peu de ça aussi. Ensuite, nous avons le budget autre et imprévu, puisqu'on en a eu dans l'année, donc ça va comprendre un petit peu tout. Bon, quelques trucs de déco, si des fois, j'en sais rien, on va acheter une plante ou quelque chose comme ça. Vu qu'on a emménagé il y a 1 an, il y avait forcément des petites choses que l'on a achetées. Et dans les imprévus, il va y avoir dès qu'il y a quelque chose qui casse, si on doit faire payer une intervention, dès qu'on doit racheter des ampoules, enfin je sais pas, c'est tout ce budget là pour acheter des piles, enfin nous on le compte là-dedans. Et je sais même pas ce que ça compte d'autre. Ça compte les cadeaux aussi d'ailleurs. Dès qu'on fait des cadeaux en commun, on va le prendre de là. Cette année, on s'était aussi acheté des bons d'achat en ligne avec le compte commun parce que finalement on s'en achetait la même quantité et on a fait une grosse partie de nos cadeaux avec. Donc pareil, on récupérait du cashback dessus. Voilà, c'était des petites astuces qu'on a mis en place. C'est pour ça qu'on n'a pas de budget cadeau vraiment perso, puisqu'on a pas mal utilisé ces bons d'achat qu'on avait achetés pour offrir nos cadeaux. Alors pour notre budget meuble, on en a eu pour 116 € par mois en moyenne. Ça représente quand même beaucoup moins que ce qu'on a payé en termes de meubles. Bon déjà il y en a un petit peu qu'on avait payé l'année dernière,
mais il y a aussi le fait qu'on a énormément utilisé nos bons d'achat, nos cartes cadeaux. Dès que des proches nous faisaient des cadeaux à Noël, souvent on demandait des cartes cadeaux parce que ça nous permettait de diminuer un petit peu ces budgets-là et de nous permettre, d'acheter la lampe qu'on voulait ou ce genre de choses, plutôt que de recevoir des choses dont on n'avait pas forcément besoin. C'est vrai que nous, on aime bien les cadeaux quand même assez utiles. Par exemple, pour mes cadeaux de cette année, je pense que je vais pas mal demander des choses en lien avec, j'en sais rien, des restaurants où j'ai envie d'aller ou des boutiques véganes en ligne sur lesquelles j'ai envie de commander. Ça peut être toujours sympa de recevoir des cadeaux utiles comme ça. Donc au total, ça nous fait 1825 € de dépenses communes par mois, mais auxquelles il faut retirer 300 € que l'on ne paye pas vraiment de notre poche avec les tickets resto et les avantages en nature que je vais avoir avec mon travail par rapport à la nourriture. Donc on est plutôt réellement à 1525 € par mois, ce qui fait quand même une belle économie. On va avoir les avantages du travail de Didier et les avantages de mon travail, donc c'est clairement non négligeable. Ce qui fait que chaque mois, on sait que l'on doit envoyer un virement de 760 € et quelques sur le compte commun. En réalité, on envoie plutôt 800 parce qu'on aime bien garder un petit peu de marge pour les moments où il y a des imprévus. Voilà, ça fait que là, par exemple, on est en fin d'année, on a une petite cagnotte de 400 € à peu près qui s'est mise sur notre compte commun. Et donc c'est très pratique si jamais à un moment on a une surprise, une facture à laquelle on s'attendait pas, etc. On peut utiliser cette petite cagnotte en plus, on va dire. Et c'est pareil, en fait on cagnotte un petit peu pour les imprévus, on n'en a pas tous les mois, mais les fois où on en a, où ça peut coûter pas mal d'argent, ou quand on a des cadeaux à faire ou ce genre de choses, on le prend de notre compte commun. Puisque ça nous permet, puisqu'on a déjà budgétisé pour ça et on n'est pas pris au dépourvu. Là en fin d'année on a beaucoup de cadeaux à faire, on a utilisé notre compte commun pour les cadeaux qu'on faisait à nos proches, etc. Puisqu'il y avait une cagnotte dessus, c'est pas pris de notre budget du mois en fait. Alors pour les dépenses perso, donc on va commencer par les miennes. Je vais mettre de mon cahier comme ça permet de tout vous donner. Je paye 11,99 € en abonnement téléphonique chez Red. Ils n'ont pas arrêté d'augmenter depuis des années. Le problème c'est que pour l'instant l'abonnement me convient bien aussi. Donc je vais voir à un moment si je change ou pas. Puisque s'il continue de trop augmenter, à un moment ce sera vraiment plus du tout intéressant pour moi. Ensuite pour les transports en commun, j'ai pas pris l'abonnement puisqu'il n'est pas rentable pour moi. Il coûte 40 € par mois. Et 40 € par mois si on le prend toute l'année, sachant que je n'atteins jamais ce montant-là et que j'ai pas le remboursement pour les salariés par exemple et que j'ai pas le droit à une offre particulière. Donc je prends mes tickets, je paye mes tickets, j'envoie 20 € sur ma carte de transport que je consomme à chaque fois au fur et à mesure du mois, etc. Enfin souvent sur un peu plus qu'un mois, puisque j'en ai eu en moyenne pour 13 € par mois lissé sur l'année. Ce qui me coûte aussi de l'argent, c'est le bus pour aller à Aix-en-Provence. Mais cette année, j'ai pas dépensé d'argent dedans puisque j'avais rechargé 10 tickets en fin d'année l'année dernière et que Didier est passé sur un abonnement complet, donc il m'avait donné les tickets qui lui restaient puisque Aix-Marseille, ça peut être compris dans l'abonnement. D'ailleurs, je me suis trompée, je vous ai dit que l'abonnement de Didier revenait à 40 € par mois et qu'il payait la moitié. En fait, il paye plus que ça puisqu'il est passé à l'abonnement complet qui fait Aix-Marseille, je crois qu'il coûte dans les 65 €. Et maintenant il a plus de prise en charge qu'avant, donc ça lui coûte moins cher qu'avant. Je crois qu'il paye 17 € sur l'abonnement total. Donc voilà, c'est un petit détail. Mais du coup il m'a donné ces tickets qui lui restaient pour aller à Aix, sachant que ça coûte quand même assez cher. Hein. Aix-Marseille, je crois que maintenant l'aller-retour c'est 11 € quand on les achète par 10. Donc vraiment c'est assez cher. Avant ça me coûtait 6 €, ils ont vraiment fait une augmentation drastique. Mais en tout cas j'ai pas eu de dépenses cette année, il me reste encore quelques tickets, mais l'année prochaine je devrais en redépenser, même si j'ai moins besoin d'aller à Aix-en-Provence maintenant, puisque mon ami qui habitait à Aix-en-Provence et que j'allais voir régulièrement a déménagé. Nous avons le bus pour aller voir nos parents à Manosque, donc ça on a dépensé pareil tous les deux, 21 € par mois. Ça a pareil beaucoup augmenté finalement, si on fait le compte sur l'année, ça représente environ 250 € je crois, enfin c'est vraiment assez élevé. On payait vraiment 3 fois moins cher avant, ils ont changé leurs tarifs, ça nous coûte maintenant 21 € d'aller à Manosque et on y va une fois par mois. Donc voilà, ça nous coûte bien plus cher qu'avant, avant ça nous coûtait 7 €. J'ai pris un abonnement au vélo électrique cette année qui m'a coûté 6 € par mois. C'est un abonnement à Marseille qui permet de prendre les vélos électriques de la ville et si on les utilise moins d'une demi-heure, c'est gratuit, c'est quand même très pratique. Nous on habite en dehors du centre-ville, donc ça nous donne un petit peu le confort d'une voiture puisque ça va vite, c'est quand même à moindre effort par rapport à quand on marche ou quand on prend un vélo qui n'est pas électrique.
et c'est quand même très peu cher, 6 € par mois, c'est vraiment très intéressant. Le service a encore besoin d'être amélioré, il n'y a clairement pas assez de vélos sur la ville. C'est un service qui a rencontré un grand succès, mais derrière ça n'a pas forcément assez bien suivi. Donc j'espère que ce sera amélioré l'année prochaine. Je pense que je reprendrai quand même l'abonnement puisque c'était rentable pour moi, ça m'a permis de moins prendre le bus. C'est aussi beaucoup plus confortable, beaucoup plus rapide. Et ensuite j'ai mon budget vêtements, j'ai dépensé 35 € par mois en moyenne lissé sur l'année. Je crois que c'est vraiment rare que je dépense autant pour les vêtements, j'en ai pas mal acheté cette année, notamment par le fait que je me suis mise au tennis, mais il y a aussi le fait que j'ai acheté quelques vêtements neufs dans des marques éthiques qui m'ont quand même coûté assez cher. Donc j'ai pas acheté tant de choses que ça, mais malgré tout mon budget est assez élevé pour cette année. Il le sera malheureusement encore l'année prochaine je pense, puisqu'il y a des choses que j'ai besoin de renouveler. J'ai passé pas mal d'années sans acheter de vêtements neufs, et donc ça fait qu'il y a quand même certaines choses que j'ai besoin de racheter au bout d'un moment. Mais voilà pour ce budget là, donc ça me fait 86,99 € précisément de dépenses perso par mois en moyenne. Alors pour Didier, il a un abonnement RAID à 11,99 € comme moi. Lui il a un abonnement en plus puisque ça lui permettait d'avoir plus de réseau à des moments où il était dans des zones où RAID ça captait vraiment pas bien. Donc il a un abonnement à 5 € en plus chez Bouygues. Pour le bus de Manosque, il paye comme moi 21 €. Donc pour l'abonnement de transport en commun, c'est ce que je vous disais, c'est financé, enfin c'est déduit de son salaire déjà. Donc voilà, c'est à peu près 17 € déduit de son salaire. Il a une banque en plus, lui pour le coup, il est chez N26 où il paye 4,90 € par mois. Et en vêtements, il a dépensé 44 €. Il a dû acheter pas mal de vêtements pour le sport aussi. Il a dû se racheter un manteau. C'est des choses qui tout de suite coûtent un peu plus cher. Surtout quand on essaye d'acheter des choses un minimum éthiques. Alors pour les vêtements de sport, c'était pas vraiment le cas. On n'a pas acheté des choses hyper éthiques en vrai. Il y a plein de choses qu'on a achetées chez Decathlon parce qu'il nous les fallait vite, etc. Donc en vrai, c'est pas idéal d'un point de vue écologique, éthique, etc. Mais on essaye de faire au mieux sur pas mal de choses, d'acheter d'occasion, mais parfois c'est pas parfait et je pense que personne ne peut vraiment l'être. Donc c'est marrant parce que ça lui fait un total de dépenses mensuelles lissées sur l'année assez similaire au mien, sachant qu'il y avait vraiment peu de chances que ça arrive. Ça lui fait 86,89 € par mois, donc 10 centimes de moins si on lisse sur l'année. Ça nous fait donc un total de dépenses par mois, si on compte nos charges communes et perso et qu'on déduit les avantages que l'on a, de 1699 €. Ça représente à peu près 20 000 € de dépenses à l'année, vous aurez le total précis qui s'affichera à l'écran, et ça nous a donc permis d'économiser 45 000 € cette année. En fait, ce qui nous rassure dans le total de dépenses que l'on a et le mode de vie que l'on a, c'est que si demain, par exemple, supposons que mon activité ne marche plus du tout. Par exemple, je sais pas, je suis malade, je peux vraiment plus travailler. Si je travaille plus, si je fais plus de vidéos, je gagne rien. J'aurais peut-être, je sais pas, un dédommagement quelconque, mais qui à mon avis ne serait pas très élevé, puisque c'est le risque que l'on prend quand on est auto-entrepreneur. On peut tenir notre mode de vie avec le travail uniquement de Didier, par exemple, puisqu'il gagne 2250 €. Donc même si on aurait un petit peu moins d'avantages en nature, on pourrait se débrouiller pour payer ces 1700 € par mois, ou même un peu plus si, supposons qu'on ait 0 avantage en nature, 2000 € par mois. C'est pareil, si demain Didier perd totalement son activité, je sais pas pourquoi, qu'il a aucun revenu parce qu'il démissionne, bah on peut tenir ce mode de vie avec mes revenus uniquement. Et ça c'est vraiment le côté que je trouve rassurant dans notre budget, puisque pour le moment on a nos revenus, ça nous permet de mettre cette différence de côté et de profiter de nos revenus qui sont élevés actuellement. Ça n'a pas toujours été le cas, ce sera probablement pas toujours le cas, donc c'est assez rassurant de pouvoir vraiment profiter de vivre bien en dessous de nos moyens pour mettre beaucoup d'argent de côté. Alors comme vous le savez, quand on a débuté l'année, on avait quand même beaucoup pioché dans nos épargnes puisqu'on avait financé un gros apport pour cet appartement et que moi on m'a compté moins de revenus que prévu, donc pour que le crédit passe, on a été un petit peu obligé de faire des sacrifices sur certains points et notamment sur nos épargnes de précaution. Normalement moi j'aime bien ne pas toucher à mon épargne de précaution et avoir 12 000 € sur mon LDD auquel je ne touche absolument pas. Malheureusement j'avais dû en prendre une bonne partie pour le mettre dans l'apport, donc il a fallu reconstituer tout ça. Au niveau de la répartition de nos épargnes, donc c'est pareil, je vais utiliser mon petit cahier parce que sinon je vais pas m'en sortir. On a chacun des livrets classiques, donc livret A, LDD, bon, compte perso et compte commun, ça j'en ai parlé. Pour placer un petit peu plus d'épargne, moi j'ai ouvert un compte à terme sur lequel j'ai mis 15 000 € que j'ai bloqué. J'ai pris un compte à terme sur 18 mois avec un taux d'intérêt à 3,5%, sachant que ce sera soumis aux prélèvements sociaux, donc ça fera un petit peu moins. Mais c'était un moyen parce que j'allais bientôt atteindre le moment où tous mes livrets étaient pleins. Donc j'avais pas envie de mettre ça sur quelque chose à 1% ou à 0,05% parce qu'il existe des choses comme ça, c'est vraiment pas intéressant par rapport à l'inflation.
Je me suis ouvert à un plan épargne logement aussi sur lequel je mets vraiment le minimum parce que pour l'instant le taux n'est pas hyper intéressant et tant que j'ai pas rempli mon livret A par exemple, c'est moins intéressant que le livret A, donc ça vaut pas forcément le coup de mettre trop d'argent dessus, mais je préfère l'avoir ouvert au cas où si à un moment le taux du livret A et du LDD redescendent par exemple, ça pourrait me permettre de mettre de l'argent dessus et de profiter d'un taux qui n'est pas horrible non plus. Après, on a tous les deux des actions. Donc ça, on a commencé cette année, on n'a pas énormément en actions. On place à peu près 10% de notre épargne chaque mois sur notre PEA. Donc normalement, il y aurait des chances pour que ça nous donne peut-être un rendement plus intéressant. Après, c'est pas parce que les choses se sont bien passées jusqu'à présent qu'elles se passeront bien dans l'avenir. C'est pour ça que moi je donne jamais de conseils en investissement, je vous donne simplement ce que nous on fait. En moyenne, on va dire, notre épargne génère à peu près 3% d'intérêt. Enfin, on mise sur ça, en tout cas, peut-être que ce sera plus avec les actions. Donc ça fait qu'au bout d'un an, par exemple, les 45 000 € que l'on place en épargne, ils vont générer plus de 1300 € d'intérêt. Les intérêts, c'est pas forcément quelque chose dont on parle trop quand on parle d'épargne, puisque souvent on compte vraiment brut combien on a épargné, etc. Mais c'est vrai que ça vient s'ajouter un petit peu tout le temps. Nous, on n'est pas éligible au livret d'épargne populaire, mais c'est quelque chose dont je vous parle très souvent. Allez voir si vous êtes éligible pour ouvrir un livret d'épargne populaire. Il y a vraiment un rendement très intéressant, ça peut vous permettre de vous motiver à épargner. Voilà, ça peut vraiment être intéressant pour vous. Je crois qu'actuellement, le rendement, il est aux alentours de 6%, donc vraiment, c'est très élevé pour quelque chose qui ne comporte pas de risque. Donc n'hésitez pas à aller voir avec votre banque si vous êtes éligible à faire une simulation en ligne, ça peut être vraiment très intéressant. Et également au niveau de notre épargne, j'en ai déjà parlé, mais il faut savoir qu'actuellement à peu près 80% de notre patrimoine brut est dans l'immobilier réparti dans nos 3 appartements. Donc il y en a une grosse partie de cette épargne dans l'immobilier qui n'est pas à nous, puisque techniquement on rembourse de l'argent à la banque, mais malgré tout ça reste des biens qui peuvent nous rapporter de l'argent. Par exemple, en payant notre crédit immobilier chaque mois pour habiter dans ce logement, c'est quelque chose que l'on ne paye pas en loyer. Donc bien évidemment, on n'est pas sur du 100% de rentabilité, on paye 850 €, vraiment c'est ce qu'on met dans notre crédit et on perd rien du tout dessus parce que non, on rembourse les intérêts, l'assurance, on a payé des frais de notaire aussi qui sont amortis dans tout ça, mais on fait quand même des économies par rapport à si on payait un loyer, on va dire. En tout cas pour notre situation, c'est pas intéressant pour tout le monde de devenir propriétaire et c'est pas dans les rêves de chacun non plus, mais en tout cas nous ça nous convient bien. Et d'avoir aussi une grosse partie de notre argent qui est quand même assez sécurisé. L'immobilier, c'est pas quelque chose de sans risque et il y a souvent des frais en plus auxquels on s'attend pas, etc. Notamment les frais de travaux qu'on a eu récemment, mais pour autant ça reste un placement qui suit plus ou moins l'inflation puisque globalement on a toujours besoin de se loger, donc c'est quand même un moyen assez sécurisé pour mettre son argent. On n'a pas envie d'avoir un vrai cheptel immobilier et d'avoir plein d'appartements, c'est pas notre but. Mais on est content des appartements que l'on a achetés. Notre prochain investissement immobilier, je pense que ce sera notre maison. Ce sera pas avant des années, vraiment. Ou peut-être qu'entre temps on achètera un appartement si à un moment on trouve ça intéressant, etc. Mais voilà, on n'a pas pour ambition d'avoir des dizaines d'appartements. Mais quelques-uns, ça nous convient bien en termes d'investissement. Voilà, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais être assez transparente. Je sais que ça convient pas forcément à tout le monde. Mais voilà, pour tout ça. C'est donc tout pour notre bilan budgétaire, j'espère vraiment que la vidéo aura pu vous plaire. Je vous posterai en début d'année 2024 nos prévisions pour le budget 2024. Faut qu'on regarde un petit peu tout ça parce qu'il y a des frais qu'on a eu cette année que l'on n'aura pas. On aura aussi des nouveaux frais par rapport au sport, etc. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer de ce qui va suivre. Vous pouvez mettre un commentaire, mettre un like. Si vous avez envie de partager des choses avec moi, n'hésitez pas. Bien sûr, je vous invite à tous être bienveillants les uns avec les autres, avec moi aussi, puisque j'expose mon budget. C'est pas forcément pour être critiqué sur chaque chose que j'ai pu faire, mais simplement pour partager les choses telles qu'elles sont, ce que l'on fait, si ça peut vous inspirer ou pas, enfin tout comme je le fais avec le budget de mes abonnés. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une très belle journée et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo et on peut se retrouver sur Instagram. En attendant, c'est Mûre et Noisette également. Ciao ciao!